5 erreurs à éviter quand on commence la course à pied ou qu'on se remet à la course à pied. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Clavicule. Merci d'être là et aujourd'hui, on va voir des erreurs que l'on retrouve tous les jours dans nos cabinets de kiné et d'ostéopathie, des patients qui peuvent se blesser, des patients qui n'arrivent pas à se mettre à la course à pied, qui n'ont pas la bonne méthode. Vous avez décidé de vous mettre à la course à pied et je vous en félicite. En pratiquant une activité physique régulière, vous allez diminuer de 60% tous les risques de mortalité, toutes causes confondues. Donc déjà ça s'applaudit. Bravo à vous. Mais il ne faut pas vous mettre à la course à pied n'importe comment. On sait qu'un coureur sur deux se blesse chaque année et à plus de 80%, les causes de ces blessures sont le trop vite, trop fort à l'entraînement. On ne quantifie pas assez son stress mécanique, on veut y aller toujours plus vite, toujours plus fort et nos tissus ne suivent pas et on se blesse. Alors quelles sont les 5 erreurs à éviter? Erreur numéro 1, arrêtez de vouloir commencer la course à pied en courant 30, 40, 50 minutes. C'est beaucoup trop de stress mécanique sur vos tissus qui ne sont pas adaptés. Il faut leur laisser le temps de créer ces adaptations tissulaires en mettant juste la bonne dose de stress mécanique, la bonne dose pour que les adaptations se fassent. Et c'est pas avec 30 minutes que vous arriverez, vous risquez juste de vous blesser. Imaginez 30 minutes de course à pied à 180 pas par minute, ça fait 5400 impacts au sol. Votre corps, vos tissus, vos articulations, vos tendons, vos muscles ne sont pas prêts. Donc, c'est beaucoup trop vite et là, vous allez vous faire mal, vous blesser, vous allez vous dégoûter. Votre système cardiovasculaire n'est pas prêt non plus. Donc, vous vous dites, mais j'arrive pas à respirer, j'ai eu un point de côté, c'était trop dur. Bref, la course à pied, c'est pas fait pour moi. Non, vous n'avez juste pas la bonne méthode. Il faut commencer tout petit. Et pour cela, je vous donne un exemple de première séance qui peut être très bien. Vous commencez à marcher pendant 10 minutes pour commencer doucement à chauffer. Puis, on va faire une alternance de course et de marche. 1 minute de course à allure assez faible et 1 minute de marche. Et vous allez le faire 5 fois. Puis, une fois que ces 10 minutes d'alternance course et marche sont terminées, vous allez marcher 5 minutes pour rentrer à la maison. Vous aurez donc fait une séance de 25 minutes au total, mais couru que 5 minutes. 5 minutes, vous allez vous dire, mais c'est rien, Mais non, 5 minutes, c'est largement suffisant au début pour commencer à mettre la bonne dose de stress mécanique et commencer à créer des adaptations. Puis, une fois que vous serez à l'aise sur ces 5 minutes de course, vous passerez à 2 minutes de course, 1 minute de marche. Puis 3 minutes de course, 1 minute de marche. Et ça, vous allez le faire sur plusieurs semaines. Si vous mettez en place cette méthode, vous verrez que vous arriverez à progresser. Ce sera plus doux, plus progressif, car le maître mot est la progressivité. Et comme ça, vous ne vous blesserez pas et vous prendrez goût petit à petit à la course à pied. La deuxième erreur à éviter, c'est le fameux syndrome Strava, courir trop vite à tous vos entraînements pour impressionner les copains. Pourquoi courir lentement est essentiel pour courir plus longtemps, mais aussi pour courir plus vite. C'est très simple. En courant lentement en endurance fondamentale, vous allez moins dépenser d'énergie, vous allez moins vous fatiguer et vous aurez un comportement de course qui sera plus protecteur. Donc, vous risquez moins de vous blesser. Vous récupérerez mieux de toutes vos séances d'intensité, le travail par intervalle et ça permettra de les potentialiser. Donc, en courant lentement, on peut courir plus longtemps, plus régulièrement et donc progresser. Et quand on progresse, on court plus vite. Voilà l'enchaînement qui est important, c'est un cercle vertueux. Alors que si vous courez vite à tous les entraînements, vous prenez le risque de mettre beaucoup de stress mécanique sur tous vos tissus, donc le risque de vous blesser au bout d'un moment et de vous fatiguer et de ne plus arriver à progresser. Et c'est là qu'on parle de l'entraînement polarisé, 80% en endurance fondamentale et 20% en haute intensité. Si vous courez trop vite tout le temps, vous êtes un petit peu entre les deux et vous ne profitez pas des bienfaits de l'endurance fondamentale, mais vous ne profitez pas non plus aussi de l'entraînement par intervalle en haute intensité. Alors vous allez me dire, mais comment savoir que je suis en endurance fondamentale? C'est très simple, fiez-vous à vos sensations. Et la meilleure des sensations, c'est d'être capable de parler pendant que vous courez. Un bon blabla run avec les copains, on raconte nos vies, on se raconte notre boulot, nos passions. Facilement, vous êtes en aisance respiratoire, c'est facile pour vous de courir et parler et là, vous êtes en endurance fondamentale. Si vous connaissez votre VMA, sachez que l'endurance fondamentale, c'est à peu près 65 à 70% de votre VMA. Ou si vous avez votre fréquence cardiaque maximale, c'est inférieur à 75% de la fréquence cardiaque maximale. Mais attention, ces chiffres ne sont pas
super fiable. Il peut y avoir des grandes variabilités entre les individus. On a tendance, quand on est débutant, à vouloir courir le plus vite, se voir progresser. Et ça, c'est une erreur. Clairement, on tombe vraiment dans le syndrome Strava. Moi aussi, je suis tombé dedans. Au bout de 3 mois de course, j'essayais de faire mon 10 km le plus rapide. Toutes mes séances, j'étais à fond pour que mes copains me mettent des bons commentaires sur Strava. Et maintenant que j'ai un plan d'entraînement avec un coach, je vois à quel point c'est différent et à quel point j'ai progressé grâce à l'entraînement polarisé et en faisant beaucoup d'endurance fondamentale. Troisième erreur à éviter, courir trop peu. Il faut courir très régulièrement. L'idéal, ce serait 3, 4, 5 fois par semaine. Courir 1 ou 2 fois, ce n'est pas suffisant. Certains vont courir 1 fois ou 2, mais pendant très longtemps. C'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux faire des petits runs, mais très réguliers. Même d'aller courir un quart d'heure, déjà c'est très bien, c'est très intéressant. Un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Souvent on se dit, bon, ça sert à rien, c'est pas assez. Non, détrompez-vous. Il vaut mieux ça que de faire 1 ou 2 runs par semaine pendant 1 heure, 1 heure et demie. Là, vous allez énormément stresser tous vos tissus de votre corps, vous risquez de vous blesser, vous n'allez pas vraiment progresser, alors que de faire des petits runs en endurance fondamentale assez réguliers et de caler 1 ou 2 séances avec des intensités un peu plus hautes, des accélérations, là, vous êtes sur la bonne méthode. Donc, courez régulièrement. C'est vrai que ça prend du temps, des fois c'est difficile de l'adapter dans son planning, donc visez minimum 3 sorties par semaine. Quatrième erreur à éviter quand on est débutant, de courir avec une cadence trop faible. C'est quoi finalement la cadence? C'est le nombre de pas qu'on va faire par minute. L'idée, c'est de faire des pas les plus petits possibles pour monter à une cadence idéale qui se situe entre 170 et 190 pas par minute. Essayez de viser 180 pas par minute, ce sera parfait. Les coureurs récréatifs courent en moyenne 155 pas par minute et ça a vraiment un impact sur la biomécanique de course. Quelles sont vraiment les différences entre une cadence à 155 pas et une cadence à 180 pas par minute? Regardez ces images. À 155 pas par minute, on va avoir une augmentation de la longueur des pas, augmentation de la force d'impact verticale et donc du stress mécanique sur tout le corps, augmentation du travail musculaire, augmentation de l'oscillation verticale du corps et souvent plus de bruit associé avec une attaque talon. Alors qu'à 180 pas par minute, c'est tout le contraire. Une diminution de la longueur des pas, diminution de la force d'impact verticale, donc une foulée plus protectrice, diminution du travail musculaire, diminution de l'oscillation verticale. Quand vous regardez le coureur de face, il va moins monter et descendre et donc une meilleure économie de course. Vous allez pouvoir courir plus longtemps et vous fatiguer moins vite. Donc ça, c'est important de regarder sur votre montre votre cadence ou alors de mettre des écouteurs avec une musique qui va avoir un tempo à 180 bits, ou sinon vous téléchargez une application métronome et vous mettez un métronome à 180 et vous essayez de poser le pied au sol à ce moment-là. Vous allez intégrer comme ça cette nouvelle cadence en faisant des pas plus petits, en essayant de faire le moins de bruit possible, d'être le plus léger possible et là vous aurez un comportement de course qui sera le plus protecteur possible. Car je vois beaucoup de coureurs blessés, quand je teste leur cadence sur un tapis et qu'on fait une analyse de course, on voit souvent qu'ils ont des cadences qui sont très faibles et juste en changeant ce petit paramètre, on arrive à faire de grandes choses. Donc essayez quand vous êtes débutant d'adapter la bonne cadence de suite et de faire les pas les plus petits. Cinquième et dernière erreur, acheter des chaussures avec plein de technologies maximalistes, des chaussures chères qu'on vous vend, il y a énormément de marketing derrière. Ne tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît. Vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de vous acheter des chaussures avec des technologies antipronatrices, plaques de carbone, avec un drop énorme. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Prenez des chaussures simples. Alors je sais que la mode du minimaliste est passée, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une chaussure ultra minimaliste. Regardez, moi quand j'ai commencé la course à pied, j'étais débutant il y a 3 ans, je me suis dit que j'allais me prendre une chaussure assez minimaliste. C'est celle-là, les Altra Escalante. C'est pas un placement de produit, je les ai payées, je paye toutes mes chaussures. C'est des chaussures 66% minimalistes, donc très légères, avec une belle flexibilité. Donc on va avoir vraiment une foulée la plus proche du naturel, pas de technologie qui va
biaiser ma foulée, qui va m'inviter à attaquer talon. Avec ça, vraiment, on court comme si on courait presque pieds nus. On a un petit peu de confort parce qu'il y a quand même un petit peu d'amorti. C'est des chaussures aussi qui sont beaucoup moins chères, qui ne valent pas 150, 200, 300 euros. Maintenant, on voit des chaussures à 500 euros avec des plaques carbone et compagnie. Ça ne changera rien. Vous ne courrez pas plus vite. Vous n'êtes pas des professionnels. On est tous des amateurs, débutants. Arrêtez de tomber là-dedans. Et pour vous dire, si vous voulez un peu plus de confort qu'une chaussure comme ça, moi j'ai couru pendant plusieurs mois avec ça. Maintenant, j'ai envie d'un peu plus de confort. Je suis passé dans la même marque sur des Taurin 7 qui ont un peu plus amorti. On est toujours sur un drop 0. Ça reste une chaussure qui est assez flexible, un peu plus rigide que l'autre. Mais je ne suis pas sur une chaussure avec énormément de technologie et je me sens bien avec ça. Donc, avec ce genre de chaussure, vous aurez un comportement de course qui sera le plus protecteur possible. Évidemment, si jamais vous êtes coureur plutôt confirmé, de faire une transition vers du minimaliste, ça demande un temps d'adaptation. On peut se blesser si on passe trop rapidement vers du minimaliste, comme on peut se blesser si on passe trop rapidement vers du maximaliste. Mais là, vous êtes débutant, vous n'avez jamais couru de votre vie, donc c'est le bon moment de commencer avec une chaussure simple. Je n'ai pas de marque à vous donner, vous choisissez ce que vous voulez. Dans toutes les marques, il y a des modèles qui sont un peu plus minimalistes, donc visez à peu près entre 50 et 60% d'indice minimaliste. Allez voir sur le site de la Clinique du Coureur et vous verrez ces différents modèles qu'ils proposent. On ne va pas cracher sur un peu de confort, donc vous pouvez en prendre, comme j'ai fait moi avec ça, mais ça ne sert à rien non plus de partir sur des chaussures hyper technologique et surtout hyper cher. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous auront plu, que vous arriverez à les appliquer, à les mettre en place. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres conseils, si vous avez envie qu'on en discute. Vous pouvez aller voir le site de la Clinique du Coureur, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, pour tomber sur les programmes débutants ou reprendre la course à pied après un temps d'arrêt, une blessure. Ils sont très progressifs, il y a l'alternance marche et course et comme ça, vous pourrez vous y remettre tout en sécurité et sans risquer de vous blesser. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, d'activer la petite cloche, le petit rituel quoi. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo YouTube, un challenge santé, une vidéo pathologie. On verra ce qu'on fait pour la prochaine. Allez courir et souriez en courant.